Chahut Média. Bonsoir à tous. Qui a déjà vu Nina Simone en concert? Ça, c'est moi, à Montreux, lors d'un RAO organisé par la Montreux Jazz Artists Foundation en soir d'automne 2021. On m'avait proposé de présenter brièvement un concert donné par Nina Simone à Montreux en 1981. Et en vrai, c'est un concert qui n'apparaît dans aucun programme du Montreux Jazz. Contrairement à celui de 1976, que tout le monde connaît. Et si vous ne le connaissez pas, ce concert, il faut se précipiter. Il n'existait pas il y a encore peu de temps dans la base de Montreux. Coïncidence, un producteur, un passionné, m'avait contacté peu de temps avant pour discuter de ce concert de 81 et mener avec lui une enquête. Tout ça, c'était 20 ans après que j'ai publié ma biographie sur Nina Simone. Depuis, j'avais appris bien des choses sur les conditions de vie de Nina en Suisse romande. Et alors, avec Carole Harary, ma compagne, avec qui j'ai cofondé Chahut Média, on s'est dit que ce serait bien de trouver un moyen de raconter ce qui ne l'avait jamais été. Et c'est là qu'est née cette série podcast. En reprenant cette enquête, on s'est rendu compte que Bowie et Freddie Mercury vivaient en Suisse romande au même moment que Nina. Bonne nouvelle, j'adore David Bowie, qui fait le pont entre Nina et Mercury. Pendant 1 an, de Montreux à Nyon, de Lausanne à Blonay, de Prangin à Genève, on a interrogé des dizaines de personnes afin de raconter une histoire qui jusqu'ici ne l'avait jamais été. Comment 3 musiciens majeurs avaient cherché à sauver leur peau en Suisse romande au cours des années 70 et 80. I have a very good memory of Sweden. J'ai un très bon souvenir de la Suisse. I lived here 3 years. J'ai habité en Suisse pour 3 ans. Bienvenue dans cette série originale Chahut Média, Under Pressure, une création de David Brun-Lambert et Carole Harary. Premier chapitre, Nina Simone, mais qu'est-ce que je fais ici ? Aljaro. Tout minot, Aljaro, là. Ah oui. Ouais. Grand bonhomme. Je lui ai fait des portraits. Ça, voilà, une histoire qui est sympathique. Sur le dernier, voilà, Nina Simone, tu vois. Georges Braunschweig, photographe depuis un demi-siècle au Montreux Jazz Festival. Elle est sur plusieurs films, tu vois. Donc ça veut dire que ça, c'est ta session de ce soir-là. Donc il y a, oui. Il y a 12 photos. Tu as fait 12 photos, basta. Non, il y en a plus. Et à mon avis, il y en a d'autres de Nina Simone. La preuve, regarde. Et là, quand tu photographies ça, t'es où? Tu te souviens? Oh, je suis probablement au premier rang. Tremendous pleasure and honor to welcome at the 10th anniversary Montreux International Jazz Festival the incredible, unique and fantastic one and only Nina Simone. Mais c'était plus qu'un concert, hein. C'était un événement et j'étais voir et j'étais assez devant, donc pour être dans son rayonnement immédiat, pour ainsi dire, je suis peut-être 3e, 4e rang comme ça. Michaela Mettert, programmatrice au Montreux Jazz Festival. Et elle était extrêmement impressionnante parce qu'elle regardait la foule, on le voit ça dans la vidéo, comme elle regarde la foule, elle dit... Alors bon, et puis après mais on a passé par tout ce qu'on peut ressentir en fait dans la vie, mais à l'extrême, parce qu'elle allait pas seulement donner un concert, donc elle est sur scène, nous on est dans nos sièges, et elle nous raconte une histoire, il y a cette distance comme ça, pas du tout, elle allait visiblement nous entraîner dans son vortex intérieur, dans lequel on n'avait pas nécessairement envie de pénétrer, vu la manière dont elle se présentait elle-même. Et puis ça passait, mais vraiment par toutes les émotions, enfin, l'agression, la peur, l'angoisse, la joie, l'humour, enfin, et tout ça dans un temps, ça changeait toutes les 5 minutes. Puis il y avait cette finesse incroyablement touchante, la manière dont elle jouait du piano. Et mais on avait envie de pleurer avec elle. Après, elle se remettait à nouveau à parler, et puis elle se revenait au bord de la scène, et puis on savait pas ce qui allait arriver, donc enfin, après on était lessivés. À la fin du concert, elle avait encore cette fameuse intervention de quelqu'un qui voulait juste, je pense, aller aux toilettes au fond de la salle. Sit down, elle dit sit down. Et puis oui, elle hurle sit down, et puis lui, Sit down.
Sit down. Sit down. Sit down. Et ça, c'est probablement un des concerts les plus intenses que j'ai jamais vu de ma vie jusqu'à présent. C'était incroyable. Je veux dire, c'était pas nécessairement toujours agréable, hein. Mais c'était plus qu'un concert. C'était partager le mental de quelqu'un d'autre pour un moment, je dirais. Quand je te dis Nina Simone, quelle image surgit ? C'était une personne écorchée vive, très complexe à gérer, hein. Il fallait des gens comme Claude pour y arriver, parce que... Thierry Amsalem, président de la Claude Nobs Foundation, directeur de Montreux Sounds, compagnon de Claude Nobs. Elle a fait flipper tout le monde. L'assistante de Claude l'a considérée comme une grenade dégoupillée. Claude, c'est Claude Nobs, fondateur et directeur du Festival de jazz de Montreux, disparu en 2013. Il faut que tu m'expliques dans quelle mesure Claude a facilité l'arrivée de Nina et l'installation de Nina en Suisse, et aussi l'installation de sa fille Lisa, qui au même moment se retrouve à la au lycée de la Châtaigneraie, je crois, près de Lausanne, en lycée privé. Quel rôle joue Claude dans l'installation de Nina Simone en Suisse ? Nina Simone était arrivée en 68, à Montreux. Elle avait joué un formidable concert, déjà avec des grands titres. Ils avaient gardé contact, évidemment, et puis en 76, elle avait eu une période très difficile, et Claude s'occupait beaucoup d'elle et de sa petite fille, Lisa. C'était un peu comme son parrain. Oui, mais bon, elle était tellement petite, elle a été assez séparée de sa mère quand elle était petite. Ouais. Donc à ce moment-là, elle est quoi ? Elle est à Lausanne, elle est en pensionnat, je crois, ouais. Michaela Mettert. C'était pas facile pour elle, évidemment, avec quelqu'un comme ça, comme parent. Et en plus, déjà, avoir un parent artiste, c'est déjà pas facile. Et quelqu'un qui a ses... Oui, si c'est ça, ou je sais pas, on appelait ça maniaco-dépressif à l'époque, je ne sais pas si c'est la même chose. C'est très difficile, puisqu'on ne sait jamais dans quelle humeur cette personne va être. Elle peut être agressive ou déprimée. C'est difficile d'être enfant avec ça, parce qu'on n'a que des antennes danger dehors. Enfin, on essaie de répertorier tous les déclencheurs d'une explosion volcanique avant, donc c'est pas facile. Mais quand ces gens-là sont bien, alors qu'est-ce que c'est merveilleux. Enfin, ils sont drôles, charmants, magnifiques. Mais on ne sait jamais à qui on a affaire. « 12 septembre 2022 à 11h22. Cher Alix, bonjour, je produis une série documentaire audio consacrée aux années vécues par Nina Simone en Suisse romande durant les années 1970 et 1980. J'aimerais interviewer Lisa Simone sur ses souvenirs de vie en Suisse et sur la mémoire que ces années passées ici ont laissée chez elle. Cet entretien durerait 20-30 minutes, il serait audio uniquement, il pourrait être réalisé en présentiel à Paris ou par visioconférence. Je reste bien entendu à votre disposition pour cette demande toute particulière. Merci de trouver mes contacts ci-dessous, en vous souhaitant une excellente journée et au plaisir de vous lire, parler bientôt. Bien cordialement, David. 3 octobre 2022, midi 02. Bonjour, merci de votre intérêt concernant Lisa Simone. Cette dernière ne sera pas disponible avant l'été 2023, incluant toute forme d'interview. Je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation. Alix. Malgré nos tentatives, on ne pourra pas parler à Lisa Simone. Mais on lui aurait demandé quoi ? Comment débarquer dans la région lausannoise à l'adolescence ? Depuis d'abord les États-Unis puis le Liberia, elle a vécu ces années romandes. Quelles étaient ses relations avec sa mère durant ces années ? Et puis dans quel état psychologique vivait Nina Simone ? Pas besoin de la déranger car on sait tout cela. Et c'est même d'une tristesse infinie. Car tout cela, Lisa le résumait lors d'une interview accordée au journaliste suisse Arnaud Robert dans 50 Summers of Music, un ouvrage publié aux éditions Textuelles par le Montreux Jazz Festival à l'occasion de ses 50 ans. Page 138, on peut lire « En 1976, j'avais 13 ans. Nina Simone revenait d'Afrique
elle avait décidé de s'installer un temps en Suisse pour reprendre son souffle. Elle m'avait inscrite au collège de la Chatagneraie dans la région genevoise. J'avais plein de copains iraniens, je jouais au foot. On écoutait Cat Stevens et Supertramp. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité. Seulement, elle exigeait que je vienne la voir chaque jour après les cours. Il fallait que j'emprunte une mobilette et que je traverse la campagne. À chaque fois, c'était la même violence, parfois des coups. J'ai fini par m'enfuir. J'ai ramassé quelques affaires dans un petit sac. J'ai pris l'avion pour rejoindre mon père à New York. Il fallait que je me sauve. 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 Pour Nina Simone, Claude était un blanc-bec qu'il a considéré comme une princesse. Thierry Amsalem. Et ça lui plaisait beaucoup. D'ailleurs, elle le dit sur scène. Je suis une princesse, Claude m'a offert une très jolie montre avec diamants. Ça faisait partie du contrat. Mais quand je vois le cachet de $1 500 de l'époque, je me dis, elle méritait une Piaget avec des plus gros diamants. Donc ce que tu me dis, c'est qu'il a facilité bel et bien son installation ici. Oui. Le fait de rester discret, et Claude savait très bien le faire. Georges Braunschweig. De cacher ses Suisses, et puis it's a private, c'est privé, on ne... Non. Tu dis que Claude, il était bon à ça. Il est obligé. À la confidentialité. Bah bien sûr. Ouais. Et bien sûr, il y a des choses que Claude a vues et dont il ne peut pas parler. Et puis ça se faisait chez Claude, il y a bien une raison. Donc, quelque part, la discrétion faisait aussi partie d'une de ses qualités. Claude était un facilitateur. Tout le monde allait le voir. Ça a commencé par Keith Richards, quand il était en plein problème de drogue. Il lui a été conseillé d'aller voir Claude à Montreux, et Claude s'occuperait de tout. Donc voilà, y compris David Bowie qui voulait s'installer en Suisse. Il a toqué à la porte du bureau de Claude en disant « Hi, I'm David, je viens parce qu'on m'a mis en relation avec toi ». Et Claude lui a fourni dès le lendemain la liste de 30 noms de contacts pour s'installer en Suisse, parmi lesquels des médecins, écoles, avocats, tout ce qu'il fallait pour s'intégrer, et voilà. Et après, évidemment, Claude faisait le suivi pour que ça fonctionne. David Bowie, are you here, man? David, are you here? David Bowie is my dear friend. He lives with you, and I wanted to know if he was here. He's not here, obviously. He'll still be driving from some damn place. David Bowie is my dear friend. Because if David was here, he lives with you. He'd tell me he was here. And I wanted to know if he was here. David, are you here? He's not here, obviously. David, are you here? Are you here? David, are you here? He's still driving from some damn place. Are you here? Because if David was here, he would tell me he was here. David Bowie is my dear friend. Tu as dit tout à l'heure que Nina et Bowie étaient connectés. Ah oui. Moi, je savais pas ça. Tu veux bien me raconter? Ils se sont rencontrés, je crois, à New York. Thierry Amsalem. Lors d'un concert au Madison Square Garden, oui. Et puis, elle lui a laissé un message disant qu'elle souhaitait le rencontrer. Et Bowie l'a rappelé après le concert dans la nuit. Et ils ont commencé à s'échanger des souvenirs, des combats et des batailles comme les deux en ont eu. Vous voyez. Et puis là est née une amitié. Et c'est surtout Bowie qui a poussé Nina Simone à se remettre régulièrement sur scène, parce que Nina Simone pouvait facilement se perdre aussi, et perdre son talent, et que son talent se retourne contre elle à cause de l'alcool. Voilà. Ce que tu dis, Thierry, c'est dès lors que leur installation commune a lieu
autour de Montreux, donc Prangins c'est près de Nyon et Genève aussi, voilà. Et puis Bowie est du côté de Blonay, donc juste derrière. Les deux se voient, bien sûr, et trouvent puis des moyens d'être ensemble et de collaborer. Donc ça veut dire que parfois ils sont aussi en présence de Claude. Bowie lui avait écrit une chanson sur l'un de ses disques, hein. Ah bon? Oui, il avait repris une de ses chansons, oui. Et voilà, et c'est pour ça qu'elle s'adresse au public sur scène, parce qu'elle avait entendu dire que Bowie serait là. Forcément. Et toi, tu les as déjà côtoyés ensemble, les deux réunis? Pas ensemble, peut-être Claude, certainement. Bowie et Nina, amis. J'avais jamais entendu parler de ça. Et j'y croyais pas vraiment au début. Mais je cherchais. Et j'ai notamment trouvé ça dans le magazine britannique Far Out Magazine, qui étaye des propos de Thierry Amsalem. Nina Simone et David Bowie ont entretenu une forte amitié pendant une longue période. Des années de compagnonnage qui ont conduit à son concert à Montreux et qui ont permis à l'anglais de reprendre le glorieux Wild is the Wind de Simone pour son album Station to Station en 1976. Bowie a joué un rôle clé dans la relance de la carrière de Simone, qui connaissait une petite baisse de régime en 1974, année de leur première rencontre. Leur rencontre accidentelle a eu lieu une semaine après que Simone ait emmené sa fille le voir au Madison Square Garden, alors qu'elle fréquentait le club des membres de New York, tout comme Bowie. Lorsque Nina Simone est passée devant sa table pour quitter la salle, il l'a invitée à s'asseoir. Ils ont ensuite échangé leur numéro de téléphone et sont restés en contact. Under Pressure. Un extrait de Revisit Nina Simone's heartfelt tribute to both David Bowie and Janis Joplin live in concert. Un article signé Joe Taysom, publié dans Far Out Magazine le 13 août 2020. Nina Simone et Bowie étaient deux extrêmes. Elle était une Afro-américaine et puis lui un Anglais. Thierry Amsalem. Elle, c'était la vérité profonde. Tu définirais l'énergie naturelle qu'elle dégage comment? Nina Simone, c'est comme Miles. Il dégage tellement d'énergie autour d'eux que ça a ce côté un peu qui fait peur, oui, qui fait peur, intimidant. Donc on y va en montrant patte blanche, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il faut pouvoir atteindre leur confiance, oui, ce qui n'est pas donné avec Nina Simone. Hein. Elle devait être méfiante pour tout. D'ailleurs, elle est un peu parano aussi. Voilà. Ça, je sais pas. Je sais que c'est pas quelqu'un dont on recherchait nécessairement la compagnie, et qu'on savait jamais ce qui allait nous arriver, surtout pas si on était blonde avec des yeux bleus. Quand elle venait au festival pour voir des concerts, Claude était sur le qui-vive, puis tout le monde ne savait pas à quoi s'attendre, parce qu'elle avait comme des états différents, donc son mental n'était pas toujours au beau fixe. Hein. C'était très aléatoire. Hein. Et puis elle avait une relation avec Claude. Je pense qu'elle voulait certainement aussi se marier avec lui, hein, parce que Claude, pour elle, avait toutes ces qualités qu'elle n'avait pas vues dans l'homme blanc d'avant. Oui. Elle a appris qu'il était gay, donc et puis un jour elle l'a poursuivi dans son bureau avec un couteau de cuisine. Elle voulait le découper en morceaux. Pour une histoire de fric. Il y avait aussi, histoire de droit. Alors, moi, j'ai gardé un souvenir du Nina Simone en furie qui a débarqué au bureau chez Claude, le cherchant et hurlant « Where's the motherfucker ?» parce qu'elle était fâchée contre lui, parce qu'elle me donnait le sentiment d'être vraiment acculée. Vicky Voca, collaboratrice de Claude Nobs au sein de WEA, studio manager de Queen, aux commandes du Mercury Phoenix Trust. Et je me souviens de ce passage où elle a hurlé, et Claude, on a dû le cacher, parce qu'effectivement, ça avait à voir avec un contrat, mais ça n'avait rien à voir avec le festival de jazz, c'était quelque chose aux États-Unis. Elle était vraiment très très en colère. Moi, je l'avais pris pour une folle quand elle a débarqué, vraiment. Elle était fâchée contre lui, peut-être que c'était aussi pour une raison assez irrationnelle, et du coup il s'est caché dans une armoire en attendant que ça passe. Stéphanie Aloysia Moretti,
directrice artistique, Montreux Jazz Artists Foundation. Et du coup, je crois que Claude avait quand même cette relation particulière avec Nina parce qu'il l'admirait beaucoup, mais comme il admirait beaucoup tous les gens qui étaient un peu particuliers, d'une certaine manière. Bien sûr. Bien sûr, on peut le voir d'ailleurs dans le documentaire qui est sorti sur Claude et le festival, la mini-série TV. On voit des images de Nina Simone en 1968 à Montreux où elle joue au bord du lac sur un piano. Et quand on voit son regard, rien que son regard était rempli de douleur, de haine, moi, il me faisait presque peur. Autant que celui de Miles Davis. Il y avait deux regards qui me faisaient peur. Celui de Nina Simone et celui de Miles Davis. Ils pouvaient vous fusiller du regard. Vous voyez ? Et là, c'était fini pour vous. Et donc, à travers le regard, il y avait toute cette charge qui sortait des yeux, quoi. C'était... Quand vous pensez que pendant toutes ces années, entre ces deux concerts, elle a vécu à Prangin et elle donnait des cours de piano pour survivre. Elle appelait Claude régulièrement pour lui dire « Viens immédiatement chez moi » pour lui raconter le blues qu'elle avait. Et puis Claude lui envoyait régulièrement de l'argent pour la faire vivre. Et elle vivait dans une maison complètement vide. Cette maison et ses alentours, on s'y rend dans le 2e épisode de cette série. En chemin, on rencontrera une journaliste devenue une amie intime de Nina Simone, qui l'aura quelquefois hébergée dans les moments cruels avant de se brouiller avec elle, ou encore un voisin de la chanteuse américaine, qui les week-ends d'hiver, avec sa famille, l'emmenait en balade en forêt. Et à ce qu'il raconte, Nina Simone adorait la neige. C'était Under Pressure, une création Chahut Média. Interview et réalisation, David Brun-Lambert et Carole Harary. Lecture et doublage, Antonin Schopfer et Chloé Lawson. Prise de son studio, Alan Mantieri. La musique originale est de Superpose. Musique additionnelle et sound design, Lily Bartou. Traduction, Marushka Vidovic. Création graphique, Ramon Vallée. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'ont duré cette enquête, et une salutation toute particulière aux soutiens sans lesquels cette série n'aurait pu exister. Commune de Montreux, Ville de Nyon, Fondation philanthropique de famille Sando, Fondation Ernst Gonner, mais aussi merci à nos partenaires, Le Temps, Montreux Jazz Artists Foundation, Claude Knops Foundation, EPFL, Metamedia Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahut Média, chahut.ch, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles et surtout, merci de la partager.